Malheureusement trop tard, le bloc de recherche est déjà à l'intérieur du bâtiment. Sicario les attend de pied ferme. Depuis les années 80, la nation colombienne est déchirée par la violence, assujettie par Pablo Escobar, le plus dangereux narcoterroriste au monde. Les SEALs sont envoyés au pays pour aider la police colombienne à le capturer. Ils ont pour mission d'entraîner les Colombiens, mais ils se retrouvent rapidement dans la ligne de tir. En 1961, une unité d'élite est créée. Les SEALs sont formés pour mener des missions en mer, dans les airs et sur terre. Pour des raisons de sécurité nationale, les opérations de ces héros de la marine américaine demeurent ultra secrètes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les missions des Navy SEALs. Medellín, en Colombie, 1992. La population est sous la menace constante de la guerre entre narcotrafiquants. Encore une fois, la terreur s'abat sur eux. Une autre bombe éclate. Après une décennie de violence, le cartel de Medellín a la main mise sur le gouvernement. L'homme à la tête de cette organisation criminelle est Pablo Escobar. Il détient le monopole. Sa fortune de 3 milliards de dollars en fait l'un des hommes les plus riches au monde. Il achète le gouvernement comme s'il s'agissait d'une simple marchandise. Ceux qui refusent ces pots de vin sont assassinés. On estime à 400 le nombre de policiers et de représentants officiels abattus au cours des 6 derniers mois. Au début des années 80, le gouvernement colombien est parvenu à créer une brèche dans le commerce de la cocaïne. Des chefs de cartel ont été extradés aux États-Unis pour y subir leur procès. Escobar se sent menacé et devient alors fou de rage. Il lance une véritable campagne de terreur. Enlèvement, assassinat et attaque à la bombe. Quiconque tente d'en savoir un peu plus sur le compte du baron est systématiquement abattu. Le 6 novembre 1985, à Bogota, des mercenaires engagés par le caïd assiègent le tribunal de la Cour suprême. 90 personnes, dont 12 juges, sont tuées en 3 jours. Tous les documents concernant l'extradition éventuelle d'Escobar sont détruits au cours de l'incendie qui suit. En 1989, le candidat à la présidence, Luis Carlos Galán, est assassiné pendant la campagne électorale. Ce dernier n'hésitait pas à clamer haut et fort qu'il était en faveur de l'extradition. 2 autres candidats sont également tués. Les hommes du baron essaient d'assassiner un 4e candidat en posant une bombe dans un avion commercial. L'homme n'est pas à bord de l'appareil. L'erreur d'Escobar coûte la vie à 130 innocents. En juin 1991,
le narcotrafiquant conclut un marché avec le gouvernement colombien. Escobar se livrera à la police à la condition de ne pas être extradé aux États-Unis. Et il a d'autres exigences. La prison doit être conçue selon ses propres plans. Il surnomme sa prison personnelle la cathédrale. L'enceinte de la prison comprend un bar, un terrain de football, un gymnase et plusieurs résidences d'invités. Même les gardiens sont à la solde d'Escobar. L'entente interdit également à la police nationale de s'approcher à moins de 20 km des lieux. Malgré son incarcération, Escobar est aussi puissant que jamais. Il peut diriger ses affaires sans aucune contrainte, même si cela signifie éliminer un associé déloyal. Malgré l'entente prise avec le gouvernement, Escobar demeure l'homme le plus craint de Colombie. Les journaux font état des excès du narcotrafiquant. La population colombienne est outrée. Pour le président César Gaviria, il est évident que toutes les tentatives pour contenir le baron de la drogue ont échoué. Il est maintenant résolu à mettre Escobar derrière de vrais barreaux. Gaviria ordonne le raid de la cathédrale pour capturer Escobar. 400 soldats sont envoyés sur les lieux. Escobar dévale déjà le versant opposé de la montagne lorsque le bataillon atteint la prison. Le plus dangereux narcoterroriste vient de s'échapper de prison à bord d'une banale camionnette. Averti par ses espions, Escobar s'est assuré que la route qu'il comptait emprunter lors de sa fuite serait libre. Il est maintenant un fugitif, libre de semer à nouveau l'anarchie à Medellín. Le gouvernement colombien se tourne alors vers l'ambassadeur américain Busby pour obtenir de l'aide. Gaviria souhaite que des troupes américaines aident à la capture de Pablo Escobar. Le gouvernement américain hésite à apporter son soutien militaire à la Colombie. Mais l'administration Bush est farouchement résolue à en finir avec la drogue. Le président donne donc son approbation à condition que la mission soit ultra secrète. Quelques jours plus tard seulement, un avion anonyme se pose sur une piste isolée en plein cœur de la jungle colombienne. Sa cargaison, une équipe de commandos des Navy Seals et de la Delta Force. Les hommes sont conduits à l'ambassade américaine à Bogota. Pour assurer la confidentialité de la mission, l'ambassadeur Busby leur transmet ses instructions dans une pièce insonorisée. À la tête de la mission, le colonel d'origine colombienne Frank Venegas. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef de la police secrète locale. Le commandant en second est André Torres, un expert en opérations clandestines. Il enseignera diverses tactiques aux membres des forces colombiennes. Quant aux hommes de la Delta Force,
Ils leur enseigneront les méthodes les plus récentes en matière de communication et de surveillance. L'équipe ne doit pas s'impliquer davantage. C'est la police secrète colombienne qui capturera Pablo Escobar. Le personnel américain a pour mission d'entraîner, de conseiller et de recueillir le plus d'informations possible. Les hommes ont l'interdiction formelle de participer au combat. Les commandos doivent affronter le plus dangereux narcoterroriste au monde, mais ils sont pieds et poings liés. Ils collaboreront avec le bloc de recherche, une unité d'élite de la police secrète colombienne. Cette unité a été créée dans l'unique but de capturer Escobar. Les membres du bloc sont considérés comme des intouchables. Ils ne peuvent être achetés par l'argent du baron. Le colonel Hugo Mejia est leur commandant. Il a personnellement choisi ses agents. Leur identité doit rester secrète pour éviter que leur famille soit en danger inutilement. Le colonel Mejia est un vétéran en matière de guerre contre les narcotrafiquants. Il est réticent à la participation des Américains dans ce combat. Mais il sait que sans leur technologie de surveillance, il ne pourrait jamais capturer Escobar. Les Américains lui montrent leur arme secrète. C'est un appareil qui ressemble à un petit avion ordinaire. Mais il est équipé de matériel de surveillance électronique valant plusieurs millions de dollars. On donne à la mission de surveillance le nom de code Centra Spike. L'avion survole Medellín à 6000 mètres d'altitude et intercepte les conversations codées d'Escobar. Un logiciel spécialisé décode rapidement les appels. L'appareil peut également identifier la provenance du signal téléphonique à 120 mètres près. Une fois le signal repéré, il ne faut que quelques secondes pour en trouver la source. Les conversations d'Escobar proviennent d'une banlieue paisible de la région de Medellín. Afin de capturer le caïd, les hommes du bloc de recherche cernent le secteur et s'apprêtent à lancer un raid. Pendant qu'une équipe envahit la maison, d'autres unités surveillent les routes. Escobar est coincé. Du moins, c'est ce que les hommes croient. Mais la maison est déserte. La collaboration entre les États-Unis et la Colombie pour capturer le baron de la drogue a jusqu'à maintenant échoué. L'agent SEAL Frank Venegas et le colonel Hugo Mejia de la police secrète colombienne ne s'entendent pas. Venegas remet en doute l'engagement du colonel dans cette mission. Le colonel Mejia se défend, déclarant que l'arrestation de Pablo Escobar est sa priorité. Il montre à Venegas des photos de 65 officiers du bloc qui ont péri aux mains des tueurs d'Escobar. Les hommes du baron ont également tenté à plusieurs reprises de s'en prendre à lui ainsi qu'à sa famille. Il vit perpétuellement dans la peur. Ses aveux convainquent Venegas de la sincérité du colonel. Mejia admet toutefois que ces hommes doivent subir un entraînement rigoureux sous la supervision des SEALs.
La réussite de la mission repose sur une confiance absolue entre les deux unités. Les agents SEALs mettent sur pied un entraînement exigeant pour les officiers du bloc de recherche. Pendant 3 mois, ils s'entraînent sans relâche. Leur tactique, leur synchronisation et leurs tirs s'améliorent remarquablement. Ils sont enfin prêts à lancer un autre raid. Pour capturer Escobar, l'unité devra à la fois être plus légère et plus rapide. Venegas suggère un petit commando héliporté. Le raid commencera dès que l'avion de Central Spike aura localisé Escobar et confirmé qu'il ne bouge pas. Grâce à l'appareil, on retrouve la trace d'Escobar dans un secteur isolé au nord de la ville. Il est toujours au même endroit à la tombée de la nuit. C'est le temps de passer à l'action. Quelques instants plus tard, les hommes montent à bord d'un hélicoptère de l'armée colombienne. Même s'il s'agit d'une mission de combat, les Américains les accompagnent, car les pilotes colombiens ignorent le fonctionnement des appareils de vision de nuit. Les soldats américains devront leur montrer à bord de l'hélicoptère. Grâce à ces appareils sophistiqués, ils trouvent une petite maison au cœur d'une forêt dense. L'équipe doit atterrir dans une clairière à plusieurs kilomètres de l'endroit où a été repéré l'appel. Une unité de 6 hommes se rend à pied sur les lieux. Venegas observe les habiletés tactiques des hommes de Mejia pendant qu'ils s'approchent de la cible. Visiblement, leur entraînement a porté fruit. L'unité fouille le bâtiment. Escobar n'y est pas. Les hommes trouvent cependant des traces récentes de sa présence. Esto es suyo. No. Esto es suyo. ¿Quién es entonces? Señor, por Dios, no. ¿Conoce Escobar? Este tabaco es suyo. Pablo. Escobar a toujours en réserve un plan pour prendre la fuite. Mais cette fois-ci, il s'en est fallu de peu. Il n'a jamais été aussi près d'être capturé. Ce raid redonne confiance à Mejia et Venegas. Ils approchent du but. Escobar est maintenant en cavale depuis 5 mois et il commence à s'essouffler. L'aide apportée par les Américains a forcément eu un impact positif sur la mission.
Escobar écrit une lettre au président Gaviria dans laquelle il propose de se rendre, mais selon ses propres termes. Il accepte de retourner en prison à condition que ce soit à la cathédrale. De plus, il exige que le bloc de recherche soit dissolu et que tous ses membres soient congédiés. Si ces conditions ne sont pas remplies, Escobar menace de faire à nouveau couler le sang. Comme d'habitude, il signe la lettre et y appose son empreinte digitale. Le gouvernement colombien refuse d'obtempérer. Le président Gaviria exige qu'Escobar se rende sans condition. Le baron doit se terrer de plus en plus. Il n'utilise plus son téléphone portable, transmettant plutôt ses ordres à ses hommes par le biais de messagers. Pendant 3 mois, Escobar échappe à la surveillance du Central Spike. Il est introuvable. Finalement, au printemps 1993, il recommence à utiliser son téléphone portable. Ces conversations sont brèves et rares, mais l'équipement sophistiqué de Central Spike permet de le retracer. Une fois encore, Escobar est en plein cœur de Medellín. Il a échappé à la capture pendant 8 mois, et ce, en demeurant dans sa ville natale. Venegas peaufine son plan d'attaque. Une unité de surveillance se rendra en premier pour tenter de trouver où il se cache. Il faut découvrir à quel moment Escobar est le plus vulnérable. L'unité installe des caméras téléguidées dans un immeuble à environ 1 kilomètre du repère d'Escobar. Elles retransmettent les images à une camionnette équipée de matériel de surveillance. Greg Hicks, l'expert en électronique de la Delta Force, a pour coéquipier le sergent Gonzalez du bloc de recherche. Ensemble, ils étudient les mouvements des hommes d'Escobar pendant quelques jours. Ils essaient de trouver des failles dans la sécurité du baron. Les conversations téléphoniques interceptées indiquent qu'il est toujours au même endroit. Venegas rencontre ses hommes 1 heure seulement avant le raid pour s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite d'informations. À la tombée du jour, les commandos doivent encercler le repère et attendre les ordres. Ils doivent passer à l'action à l'aube, pendant qu'Escobar dort. Mais juste avant la mission, Hicks intercepte une conversation au repère du narcotrafiquant. Hicks est abasourdi. Escobar sait déjà que les agents sont sur le point de l'arrêter. Cette fois-ci, l'information provient des rangs même du bloc. Le traître est l'un des hommes de confiance de Mejia. La mission est annulée. L'un des agents du bloc est à la solde du baron. Mejia et Venegas doivent maintenant découvrir son identité. Après plusieurs semaines de planification, le raid du repère d'Escobar est annulé. Il y a un traître parmi les rangs de la police secrète colombienne.
Les officiers sont tous retenus aux quartiers généraux où ils font l'objet d'une enquête interne. Ils sont soumis à un interrogatoire. Tous les téléphones portables sont confisqués. Le camp est fouillé minutieusement. Les activités de tous les agents sont scrutées à la loupe. Malheureusement, l'enquête ne mène nulle part. Les agents de Mejia ont tous eu l'opportunité d'appeler Escobar pour le mettre en garde. On se tourne ensuite vers l'équipe de soutien du bloc de recherche. Quiconque relié au bloc est interrogé. On interroge un mécanicien de la base aérienne. L'appel à un des hommes d'Escobar a été enregistré. La voix du mécanicien est identique à celle de l'enregistrement. Le mécanicien passe enfin aux aveux. Il admet qu'un des officiers du bloc de recherche l'a obligé à les espionner. Il s'est plié à ses ordres lorsque l'officier a menacé de tuer sa famille. Il donne le nom de l'officier à Mejia. Mais avant qu'il puisse l'affronter, l'homme est trouvé mort. Escobar a même réussi à infiltrer le bloc. Si Venegas ne peut plus faire confiance à ses coéquipiers colombiens, la mission est vouée à l'échec. Mais Escobar compte aussi des traîtres parmi ses rangs. Maria Montoya en fait partie. Escobar a fait exécuter son mari, un des membres haut placés du cartel de Medellín. Maria craint maintenant pour sa vie. Elle a communiqué avec la CIA et offert de conclure un marché. Si on promet de la protéger, elle dira tout ce qu'elle sait à propos de l'homme qui a tué son mari. L'information dont dispose Maria sur les activités d'Escobar est impressionnante. Elle a également noté plusieurs détails à propos de son organisation. Grâce à ces informations, les agents parviennent à dresser une liste de près d'1 millier de complices d'Escobar. On dispose maintenant de noms d'avocats, de banquiers, de tueurs, et aussi de ceux qui blanchissent l'argent du baron. Avant Maria, aucun des complices d'Escobar n'avait osé briser le mur du silence. En l'espace de quelques jours seulement, elle a fourni plus d'informations que le gouvernement colombien en 10 ans. Le bloc de recherche adopte une nouvelle stratégie. Plutôt que de s'attaquer directement à Escobar, les agents vont tenter de démanteler son cartel. Les avocats et associés d'affaires du narcotrafiquant sont pris de court. Des documents trouvés dans leur bureau confirment leur lien avec le cartel de Medellín. Les tueurs d'Escobar, ceux qui font la sale besogne à sa place, sont plus difficiles à retracer. En se basant sur les communications téléphoniques, les équipes de surveillance passent tous les quartiers de Medellín au peigne fin. Après une semaine de recherche, la chance leur sourit enfin. Ils interceptent une communication de l'un des plus dangereux tueurs d'Escobar. Son surnom est Sicario. Il a pressenti le danger et il se terre dans un appartement de la ville.
En l'espace de quelques heures, le bloc de recherche est sur les lieux et s'apprête à l'arrêter. Au moment du raid, l'assassin est en ligne avec nul autre que Pablo Escobar. Sicario déclare à son chef que le bloc de recherche a retrouvé sa trace et que les agents espèrent sans doute qu'il les mènera jusqu'à Escobar. Le narcotrafiquant semble amusé par la situation. Il lui annonce que c'est le tueur qui est la cible du bloc et non lui-même. À nouveau, l'élément de surprise est gâché. Escobar just told Sicario that we're after him and he knows we're here. Tell him to abort the raid. Aborten la mission. Il est malheureusement trop tard. Le bloc de recherche est déjà à l'intérieur du bâtiment. Sicario les attend de pied ferme. Le tueur est abattu, mais l'équipe est prise au piège par d'autres hommes d'Escobar. Ils sont la cible de leurs coups de feu. Le commandant second Torres accourt au bâtiment pour leur apporter de l'aide. Il enfreint les règles d'engagement pour aider les hommes qu'il a entraînés. Torres les couvre pendant que le sergent Ernesto du bloc tire un coup de feu. La fusillade est maintenant terminée. Sicario est mort. ¿Qué pasó? ¿Y cómo pasó eso? Un des agents du bloc déclare qu'il a simplement eu de la chance. Ok. Mais, à voir la blessure, Torres croit que l'homme a été exécuté. L'agent se borne à répéter sa version des faits. Este hombre y este hombre. Les tiroirs du colonel Mejia sont maintenant remplis de photos des complices d'Escobar ayant été tués. Bien que la majorité des hommes semblent avoir été exécutés, la police colombienne attribue leur mort à une fusillade. ¿Estás seguro que tú no estás mandando a matar gente? ¿Estás seguro que tú no estás mandando a matar gente? Le commandant Venegas des Navy Seals est convaincu que son collaborateur colombien dirige plus un escadron de la mort qu'une unité d'élite. Mais le bloc n'est pas le seul groupe à s'en prendre aux complices d'Escobar. Un groupe de citoyens enragés a décidé de se faire justice, tuant jusqu'à 5 employés du baron par jour. Ils se font appeler les Pepes, les personnes persécutées par Pablo Escobar. Ils s'en prennent à ses amis, sa famille et ses biens. En guise de signature, ils accrochent un panneau autour du cou de leur victime. L'organisation d'Escobar a subi de lourdes pertes. 5 membres éloignés de sa famille ont été tués. Le baron craint maintenant pour la sécurité de sa femme et de ses enfants. Il utilise ses contacts pour obtenir rapidement des visas pour sa famille et ses gardes du corps. Ces derniers montent à bord d'un avion en partance pour l'Allemagne. Une fois sa femme et ses enfants à l'extérieur du pays, Escobar peut maintenant riposter. Malgré tous les efforts de la police, plus de la moitié de son organisation est encore intacte.
Escobar met à prix la tête de tous les membres du bloc. Plus leur rang est élevé, plus la récompense est grande. Ils posent des bombes dans les immeubles gouvernementaux. Le pays fait à nouveau face à une vague de terreur. Mais Escobar sera bientôt obligé de s'arrêter. Sa famille et ses gardes du corps sont forcés de retourner au pays 2 jours plus tard. Le gouvernement allemand leur a refusé l'accès au pays. Leur retour en Colombie crée une vague médiatique. Les journalistes donnent un compte-rendu détaillé de leurs activités. Ils représentent une cible facile pour les Pepes. Señor presidente, Pablo Escobar, escuche. Dios te libre a ti y al país. Le baron de la drogue est furieux. Il appelle le président Gaviria pour que le gouvernement protège sa famille. Des agents du bloc en civil sont employés par l'hôtel où la famille Escobar loge. Ainsi, ils sont à l'abri des Pepes, mais toutes leurs conversations avec le baron sont enregistrées. Le filet se resserre autour du narcoterroriste. Pendant ce temps, le gouvernement américain se penche sur les détails de la mission. Il existe un lien évident entre les personnes assassinées par les Pepes et la liste des suspects du bloc. Si la police secrète collabore avec le groupe de citoyens pour abattre des suspects, cela signifie que les États-Unis sont indirectement impliqués dans leur meurtre. Les dirigeants du Pentagone et du ministère des Affaires étrangères font part de leurs inquiétudes à l'ambassadeur Busby. On craint que les SEALs soient pris au cœur d'un conflit étranger. Les Américains ont décidé de cesser toute collaboration. Les hommes de Venegas devront quitter la Colombie au moment même où Escobar est presque à leur merci. Pendant plus de 15 mois, une équipe de Navy SEALs et de la Delta Force ont aidé la police secrète colombienne à retrouver Pablo Escobar. À l'ambassade américaine, Busby doit leur apprendre la mauvaise nouvelle. Les forces spéciales américaines devront être remplacées par les forces régulières. Plus d'1 an de travail est jeté à l'eau. Puis encore, Escobar pourra poursuivre son règne de terreur en Colombie. L'équipe SEALs et Delta n'a plus que 30 jours. C'est leur dernière chance de capturer le baron. Les hommes sont résolus à y parvenir même sans l'appareil de surveillance sophistiqué de CentraSpike. L'avion est retourné aux États-Unis. Venegas est désespéré. Il décide donc d'improviser. Un hélicoptère transportera de l'équipement de surveillance plus primitif. L'appareil n'est pas aussi performant que CentraSpike, qui peut retracer un appel avec précision, mais c'est tout ce dont il dispose. Une fois le signal repéré, les unités de surveillance au sol sont envoyées dans le secteur pour tenter d'en trouver la source. Mais Escobar n'a pas encore joué sa dernière carte. Il se sert d'un transmetteur puissant pour rediriger le signal de son téléphone portable. Une fois encore, il a échappé à la capture.
Mais cette année de cavale commence à avoir un impact important sur le narcotrafiquant. La police secrète et le groupe de Pépès a réduit son imposante organisation en une structure squelettique. Il n'a presque plus de liquidité. Ses banquiers sont incarcérés et sa machine à blanchir l'argent fait dangereusement défaut. De plus, Escobar est inquiet pour la sécurité de sa famille. Il les appelle tous les soirs à la même heure. José. Au cours d'un de ces appels, le sergent Hicks croit avoir découvert où il se cache. Mais l'endroit est désert. Une fois encore, Escobar l'aura filé entre les doigts. Il sait que le bloc est sur ses talons et il se déplace constamment. Quelques jours plus tard, le baron apprend que l'avion de surveillance a quitté la Colombie. Il abaisse sa garde un moment et recommence à faire des appels sans se déplacer. L'hélicoptère retrace le signal de son appareil. Il se trouve à Los Olivos, en banlieue de Medellín. L'appareil est moins précis. Escobar se trouve à l'intérieur d'un rayon de 15 pâtés de maison. L'équipe doit se fier à l'unité de surveillance au sol pour trouver sa position exacte. La camionnette de surveillance ratisse les rues de la ville sans relâche depuis 2 jours. Hicks et Ernesto passent les ondes au peigne fin pour intercepter le prochain appel d'Escobar. Le 2 décembre 1993, ils obtiennent enfin un signal. Ils se garent lorsqu'ils constatent que le signal a augmenté en intensité. Escobar se trouve quelque part à l'intérieur d'un rayon de 4 pâtés de maison. Le sergent Ernesto examine les immeubles lorsqu'un mouvement dans une des fenêtres capte son attention. Ya Escobar, ¿dónde? Segundo piso. Estoy seguro. Sure. Elemento. Ahí están las coordenadas. Dale las coordenadas. Me voy. Go. Sargento Hicks, estoy con el sargento Ernesto, acabo de ver a... Pendant que Hicks demande du renfort, le sergent Ernesto surveille les issues pour éviter qu'Escobar ne prenne la fuite. Sargento Ernesto acaba de ver a Escobar en el segundo piso de la calle. Les renforts arrivent en l'espace de quelques minutes seulement. Mejia et ses hommes encerclent rapidement l'immeuble. Le baron et son garde du corps sont prisonniers à l'intérieur. Les Américains souhaitent les aider, mais ils ne peuvent intervenir. Escobar et son homme de main entendent les véhicules arriver. Ils sortent par l'une des fenêtres et montent sur le toit. Mais Escobar doit maintenant faire face à une force colombienne entraînée spécialement pour sa capture. Le bloc resserre le filet. Le garde du corps ouvre le feu pour permettre à Escobar de fuir. Il est alors abattu d'un coup de feu. Escobar est pris au piège. Il a été touché à une jambe et au dos. Un des agents du bloc met enfin un terme au règne de terreur du narcotrafiquant.
Le rapport d'autopsie d'Escobar indique qu'il est mort d'une balle dans la tête à bout portant. Sigue, sigue, apúrense. À ce jour, on ignore encore qui l'a abattu. Pour les agents SEALs et Delta, la mission est terminée. Mais la mort d'Escobar n'est pas la fin de la guerre contre la drogue. Aujourd'hui, les guérillas rebelles contrôlent de nouveaux cartels. Elles ont rempli le vide laissé par la mort d'Escobar. Les forces américaines poursuivent ce que les unités secrètes ont commencé. Elles fournissent de l'entraînement et des renseignements aux troupes colombiennes dans leur effort pour endiguer le trafic de drogue. Dans cette guerre controversée, les Navy SEALs ont aidé le gouvernement colombien à remporter une bataille. Il reste maintenant à espérer que la guerre sera un jour gagnée.